Souleymane Niang. On attend d'un instant à l'autre la promulgation de la loi 69-29 modifiée portant état d'urgence, état de siège et désormais état de crise sanitaire ou de catastrophe naturelle. C'est cette nouvelle mouture de la loi qui doit permettre au chef de l'État de prendre ou de faire prendre par délégation des mesures exceptionnelles par notamment les gouverneurs, les ministres concernés en cas de catastrophe naturelle sans passer par l'étape de la prorogation à l'Assemblée nationale. Ce qui nous amène à parler de la prorogation de la période de couvre-feu à Dakar et Thiès pour 8 jours supplémentaires, tel qu'annoncé hier donc par le ministre de l'Intérieur, Félix Antoine Diome. Le ministre de l'Intérieur serait-il perdu dans les dates? Antoine Félix Diome a déclaré hier, le 18 janvier, que le couvre-feu instauré le 6 janvier pour 12 jours était toujours en vigueur et devait se terminer hier à minuit. Selon Maître Hassan Diom Ndiaye, le ministre s'est trompé. Depuis hier, dit-il, le Sénégal est dans un régime normal. L'avocat a qualifié d'illégaux les arrêtés des gouverneurs de Dakar et Thiès. Nous reviendrons sur cette information tout à l'heure. En attendant, allons à Thiès où la population est divisée au sujet de la prolongation de la période du couvre-feu. Je vous propose d'entendre ce reportage de Cheikh Anta Diop. Très amer, seul sur un banc public, nous l'avons trouvé devant le tribunal de grande instance de Thiès. Il observe le défilé des voitures qui traversent. Ousmane Lom déplore la prolongation du couvre-feu et de l'état d'urgence à Thiès. Cette prolongation du couvre-feu, il y a une impréparation à mon sens de la part des gouvernants. Je pense que les autorités auraient pu se préparer, la population. Non, loin de là, Mamadou Ndiéguène Bang, menuisier de profession, se dit très content de cette décision du ministre de l'Intérieur. C'est une décision salutaire. On devrait la reconduire pour une durée de 5 mois. Vous voyez ici le comportement de ces gens-là. Ils sont très indisciplinés. Ibrahima Sidibé ne décolère pas. Il tient un restaurant au quartier Ngent. Je demande à l'État d'alléger les mesures. Décréter un couvre-feu à 21h, c'est pas bon pour nous. 21h. Mamadou Kane, lui, est préoccupé par la montée en puissance des cas communautaires à Thiès. Il exhorte les populations à prendre leurs responsabilités. Effectivement, ça augmente de jour en jour. Il faudra aussi que les gens prennent leurs dispositions. Il y a d'autres qui croient même pas encore la maladie. Ils refusent de porter les masques. C'est de l'indiscipline. La cause est bien entendu. Pour rappel, depuis le début de la pandémie, plus de 800 cas ont été déclarés positifs. 47 personnes sont décédées du Covid-19 et 22 perdues de vue dans la commune de Thiès. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. À Kaolack, la situation est très inquiétante. Rien que ce matin, 16 cas positifs, dont 11 communautaires sont enregistrés. Mais pour beaucoup de citoyens croisés, si le couvre-feu reste la dernière solution, il faut donc un couvre-feu spécial tenant compte de la campagne de commercialisation arachidière avec la circulation des camions qui transportent l'arachide, cela pour préserver l'économie. Suivons ce reportage réalisé dans les rues de Kaolack par Ibrahima Diamé. La meilleure solution, c'est de faire comme Thiès et Dakar. Si couvre-feu, il faut l'instaurer dans la région de Kaolack. Il doit être un couvre-feu spécial qui n'a rien à voir avec les autres compte tenu de la campagne de commercialisation arachidière. C'est le point de vue d'El Haj Cheikh Ndao, habitant de Kaolack. Il est aussi adjoint au maire de la commune. Actuellement, nous sommes en période de la vente de l'arachide. Pour protéger l'économie, que les populations nous aident à ne pas pousser l'État à faire un couvre-feu. Même s'il y a un couvre-feu, il faut aussi l'État pense que le couvre-feu dans le bassin arachidier ne doit pas être identique au couvre-feu de Thiès et de Dakar. Parce que nous, les camions qui transportent l'arachide circulent la nuit et si on les arrête, ça va impacter économiquement. Si vous voyez que Kaolack revit, c'est grâce à la rente de l'arachide, les gens commencent à vendre. Que nous demandons que si ça fasse,
qu'on prend compte de la rente de l'arachide. Protéger les populations tout en préservant l'économie, c'est bien possible, estime Mapateba, qui abonde aussi dans le même sens. Donc vraiment, pour lutter contre cette pandémie-là, il faut ces mesures-là. Je pense que c'est ce qu'il faudra faire, et bien tout en préservant effectivement aussi l'économie de la région. Parce que nous sommes en période de traite de l'arachide et également il y a des activités économiques qu'il faut préserver, surtout le grand marché central de Kaolack. Il faudrait quand même les préserver et bien pour que l'économie puisse survivre à cette pandémie. En tout cas, la pandémie telle qu'elle progresse dans la région gagne bien du terrain de façon géométrique. Depuis la deuxième vague, au moins chaque jour, les cas positifs sont enregistrés par quinzaine et la liste des malades qui perdent la vie s'allonge aussi. Même si c'est vrai, il y a des guéris. Ibrahim Djamé Kaolack, Radio Futur Média. Toujours au sujet du couvre-feu, le mouvement Y en a marre s'oppose à la prolongation. Il parle d'amateurisme dans la gestion de la pandémie. Ce mouvement citoyen propose d'autres solutions. Le rappeur Tchat de Y en a marre était l'invité des RFM Matin aujourd'hui. C'est incohérent, c'est du tâtonnement. Sans avoir donné le bilan de cet état d'urgence, du couvre-feu, à quoi ça aura servi, sans donner aucune explication aux populations, c'est encore un acte qui montre que nous sommes sous une dictature. Les cas ont augmenté. Ça veut dire qu'aujourd'hui, leur décision est le vecteur de propagation de ce virus. On voit ce qui se passe à chaque fois que 18h, vous marchez dans les rues de Dakar, mais vous hallucinez. Les arrêts cars, les arrêts bus, les marchés, 4 millions d'élèves. C'est pas possible. Ils ont créé une hystérie nationale, une psychose nationale, bunkériser Dakar et Thiès comme la bande de Gaza. Ça n'a jamais été la bonne solution. Quelle est la bonne solution selon vous? Ce qu'ils devraient faire, c'est en même temps d'essayer de gérer la pandémie, ne pas assassiner le secteur informel qui est quand même plus de 70% de notre économie. On aurait pu fermer les bars et les boîtes de nuit. Qui sortirait de chez lui le soir s'il n'y a plus de bars, il n'y a plus de destination? Et permettre aux restaurants, aux maïgas, aux tangana, à la dame qui vend du tchéré de faire leur activité et d'imposer aux Sénégalais un peu de rigueur et leur demander d'aller commander ou bien d'aller acheter sur place et de rentrer chez eux. Responsabiliser les guides religieux, tant bien musulmans que catholiques. Responsabiliser les imams, les chefs de quartier, les populations. Faire beaucoup plus de sensibilisation. Mais aujourd'hui, qui croire? Revenons maintenant sur la sortie du ministre de l'Intérieur hier soir sur la RTS, sortie lors de laquelle Félix Antoine Diome a annoncé justement la prolongation ou la prorogation du couvre-feu instauré le 6 janvier dernier. Selon Maître Assane Dioma Ndiaye, disais-je, le ministre s'est trompé. Depuis hier, dit-il, le Sénégal est dans un régime normal. L'avocat a qualifié d'illégaux les arrêtés des gouverneurs de Dakar et Thiès. Barthélémy Ngom. Il y a problème puisque l'arrêté qu'il a lui-même pris faisant référence au décret 2021-01 du 5 janvier indiquait clairement que le couvre-feu c'était du 6 au 17 janvier de 21h à 5h du matin sur toute l'étendue des régions de Thiès et Dakar. 12 jours donc pour être précis. Mais Antoine Félix Diome semble s'être trompé dans ses propos d'hier, relève l'avocat Assane Dioma Ndiaye. Apparemment, il y a méprise quelque part parce que si on revoit les communiqués et la date d'effectivité de cette mesure de couvre-feu, c'est forcément le 6. Déjà, le 6, il y a eu des manifestations et à partir de 21h, déjà, la ville était quadrillée. Donc, je crois qu'il a dû se méprendre, monsieur le ministre, la date. Mais comme l'ont relevé tous les observateurs, et les preuves à l'appui, je pense que le couvre-feu a bien débuté le 6. L'autre élément qui confirme que le ministre s'est trompé, c'est le communiqué du Conseil des ministres tenu le 6 janvier, date du début du couvre-feu. Le président de la République a informé le Conseil de l'état d'urgence assorti d'un couvre-feu. À compter de ce 6 janvier, pouvait-on lire dans le dit communiqué. Alors, si on revient à la déclaration du ministre disant que le couvre-feu était toujours en vigueur et devait se terminer à minuit hier, l'on se rend compte que la mesure consistant à instaurer le couvre-feu ne devait pas démarrer le 6 à 21h, mais plutôt le 6 à minuit. Et pourtant, tel n'a pas été le cas. Sinon, que faire de tous ces jeunes qui ont été arrêtés avant minuit le 6 janvier pour violation du couvre-feu? Là également, Assane Dioma Ndiaye, défenseur des droits de l'homme, nous donne sa position. Je crois que le
problème, c'est surtout a posteriori. Si on se fie aux documents dont nous avons possession, ça a débuté le 6. Donc on ne peut pas forcément mettre les déclarations du ministre au-dessus des éléments objectifs que nous avons. Donc le problème ne se pose pas sur la date d'opérationnalité de ce couvre-feu, mais peut-être c'est la date où ce couvre-feu devait prendre fin. La robe noire termine et qualifie d'illégaux les arrêtés des gouverneurs de Dakar et Thiès, car pour lui, le Sénégal est depuis hier dans un régime normal vu que la loi 69 modifiée n'a toujours pas été promulguée. À partir du moment où il n'y a pas habilitation de l'Assemblée nationale, le couvre-feu, évidemment, est devenu caduc. Les 12 jours sont épuisés et ensuite la nouvelle loi n'est pas promulguée. Donc, on ne peut pas étendre le couvre-feu qui avait été décrété par M. le Président de la République pour 12 jours. Donc, les gouverneurs ne peuvent pas prolonger le couvre-feu. Et ils ne peuvent pas non plus décréter un nouveau régime de couvre-feu parce qu'ils ne pouvaient le faire d'abord que si la nouvelle loi, si celle-ci était entrée en vigueur, et c'est la base d'une délégation du Président de la République. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Venons-en maintenant à la situation épidémiologique du jour. 168 nouvelles contaminations ont été enregistrées entre hier et aujourd'hui, dont 54 cas contacts, aucun cas importé et 114 cas issus de la transmission communautaire. Le peloton de tête Kaolack avec 11 cas communautaires, Touba 8, Louga 9, Richard Toll 5, ainsi que Thiès, Dakar Plateau 4, Matam 4 et 3 pour Dieuppeul, Mbour, Mermoz, etc. Mais surtout, on note 10 décès qui ont été enregistrés hier, lundi 18 janvier 2021, et 47 cas graves sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation. Devant cette situation, l'association sénégalaise des médecins urgentistes s'est dit préoccupée par l'évolution de la pandémie. Elle appelle à la vigilance et à la prévention. Écoutons Dr Corinne Tiania, présidente de la dite association, au micro de Babacar Fall. Depuis 9 mois, le système de santé au Sénégal est mis à rude épreuve. Les médecins urgentistes et le personnel soignant affectés dans les CTE, centres de traitement épidémiologique, et dans les structures spécialisées dans le transport médicalisé, sont épuisés physiquement et psychologiquement. De nombreuses familles éplorées ont perdu brutalement des proches à cause du Covid-19. Des personnes jeunes, entre 30 et 50 ans, ou sans comorbidité, sont décédées. Actuellement, certains patients ayant un Covid-19 sévère sont dans les services de réanimation. D'autres n'ont pas cette chance. Ils sont à domicile, faute de place dans les hôpitaux. Afin de limiter la propagation du virus, afin de diminuer la souffrance des familles liées à la disparition brutale d'un proche, afin de soulager le personnel de santé, des CTE et des services de réanimation, prenez vos précautions. Portez bien le masque quand vous êtes en contact avec des inconnus, des invités ou des proches. Lavez les mains au savon ou utilisez un gel hydroalcoolique. Respectez la distanciation physique quand c'est possible. Évitez d'organiser de grands rassemblements et évitez de vous y rendre. Notre seule arme, qui est la plus puissante, la plus accessible à tous et la plus économique, c'est la prévention. Parmi les zones les plus touchées par la pandémie du coronavirus à Dakar, le quartier des Maristes, de nouveaux cas y sont enregistrés presque tous les jours. Une situation qui inquiète les habitants de ce quartier résidentiel. Ils expliquent cette explosion de cas de Covid-19 par le non-respect des mesures barrières. Reportage sur place, Salimata Aou. Il est 10 heures passées de quelques minutes. Le véhicule de ramassage des ordures dicte sa loi aux Maristes. Un quartier calme mais perturbé par les nombreux cas de coronavirus, comme en attestent les points du jour. Adama gère une station de lavage automobile. Elle ne cache pas son inquiétude et ne veut plus écouter la radio. Vraiment, je ressens quelque chose de fort et ça me fait peur à tout moment. Et quand j'entends qu'on dise à Maris, il y a tel cas, nombre de cas, 10 cas, ça me fait peur au fait. Des fois, ça demande information. La rigueur observée au début de la pandémie n'est plus la même, déclare Aïssatou, une habitante. Pour elle, les patrouilles doivent reprendre pour le respect strict des gestes barrières. Pour le cas du Sénégal, les cas sont plus concentrés à Dakar. Et on constate que particulièrement à Anne-Maris, il y a plus de cas. C'est inquiétant pour nous, les habitants de Maris, surtout lorsqu'on fréquente les supermarchés
les boutiques, les endroits publics. En réalité, il y a eu une période où il y avait des patrouilles et à chaque fois, ici à Mariste, les gens couraient, repartaient, ne sortaient pas sans masque. Mais on constate aussi que ça a cessé. Le coronavirus n'épargne personne, mais c'est aux autorités locales de faire des gestes pour limiter la propagation de ce virus de la vie de Abdoulaye. Vraiment, les autorités municipales doivent nous aider, surtout pour le lavage des mains. Il n'y en a pas. Depuis des mois, le quartier Les Maristes figure souvent sur le communiqué. La peur au ventre, ses résidents demandent à tout un chacun d'être responsable pour bouter le virus hors du Sénégal. Salimata Aou, côté riposte, la question de la fermeture des écoles est agitée ces derniers jours face à la vague de contamination notée dans les établissements scolaires. Des acteurs de l'éducation sont favorables à une suspension temporaire des cours, mais les parents d'élèves s'opposent à une telle éventualité. Souvent, le dossier est réalisé à ce sujet par Koumbassa Diane Faye. Dans les écoles, les cours continuent malgré la hausse inquiétante des cas de contamination. Le professeur Hassan Diakhaté déplore le non-respect du protocole sanitaire et évoque l'idée de vacances anticipées. Il est enseignant-chercheur à l'UGB. Il y a beaucoup d'écoles où il y a un problème de respect des mesures barrières et du protocole sanitaire. C'est la raison pour laquelle la fermeture pourrait être envisagée en tenant compte des vacances qui s'approchent, les prendre par anticipation, analyser la situation. Observer une pause pour la deuxième fois, le temps de maîtriser l'évolution de cette deuxième vague. Certains parents d'élèves le trouvent exagéré. Selon le président de la Fédération nationale, il faut faire avec. Bakary Badiane. Nous pensons que vraiment qu'il n'est pas question pour l'instant de fermer. Les parents d'élèves ne sont pas d'accord. Y a-t-il vraiment lieu d'arrêter les cours? Le QSEM s'immisce dans le débat. Le secrétaire général se veut clair sur la question. Abdoulaye Ndoye. Le dispositif de lavage des mains n'existe pas. Le port du masque n'est pas systématique, les toilettes ne sont pas nettoyées, les gestes barrières ne sont pas respectés, les classes sont pléthoriques, donc toutes les conditions sont réunies pour une propagation du virus. Et si l'école est contaminée, il est clair que la société sera contaminée. Donc le gouvernement sait et est informé de tout ce qui se passe dans l'espace scolaire. Demain, quoi qu'il arrive, ils seront tenus pour responsables. Ils sont plus de 4 millions d'élèves et 100 000 enseignants concernés et qui craignent à ce rythme que l'école soit contaminée. Mais le syndicaliste conclut que seul l'avis du Conseil national de gestion de la pandémie compte pour une fermeture ou non des écoles. En tout cas, à Bambey, l'inspecteur de l'éducation et de la formation a décidé de renforcer nettement les mesures barrières dans les écoles de sa circonscription. En plus de la distribution de masques à tous les élèves, il rend systématique le contrôle du dispositif dans les écoles du département pour éviter la propagation du virus à travers les écoles. Babacar Diouf. Les mesures sont corsées dans tous les établissements scolaires. Plus de tolérance dans l'application des gestes barrières. Pape Amadou Sidibé, IF de Bambey. C'est le moment pour nous d'exhorter les enseignants comme les parents d'élèves de tout faire pour que les élèves maintenant qui nous viennent des familles et qui fréquentent nos écoles portent maintenant de façon systématique le masque. Nous le savons, le masque participe des gestes barrières, ce qui constitue véritablement un moyen de prévention qui nous permettra véritablement de nous préserver de la maladie. Actuellement, l'État a mis à la disposition de nos écoles une quantité suffisante de masques. Tous les élèves sont actuellement dotés de masques, ce qui fait que maintenant le port du masque devient systématique au niveau des écoles. Pour un suivi régulier des recommandations, les inspecteurs chefs de district veillent au grain. Chaque sortie est mise à profit pour mesurer le degré d'appropriation des gestes barrières à l'école. En plus des activités que nous menions d'ordinaire, actuellement c'est un point que nous avons inscrit maintenant dans nos sorties. Chaque fois que les inspecteurs descendent sur le terrain, ils vérifient l'effectivité du dispositif. S'ils constatent qu'il y a des failles, maintenant ils les pointent et donne des recommandations pour maintenant. Contrairement à un passé récent, tous les élèves du département de Bambey sont dotés de masques. Bambey, RFM, Babacar Diouf. Et pour être complet sur ce dossier, des chercheurs français soutiennent que les masques en tissu ne sont pas très protecteurs contre la maladie. Alors, qu'en pensent les experts sénégalais entre masques chirurgicaux et masques en tissu? Quels sont les plus efficaces? Nafissatou Silla a donné la parole à des spécialistes. Masque FFP2, masque chirurgical
ou encore un masque artisanal fait maison en tissu, bien sûr, on peut tous les utiliser pour se protéger du coronavirus. Mais lequel est le plus approprié? L'Association sénégalaise de normalisation nous donne quelques caractéristiques concernant ces deux types de masques. Roger John. Qui peut être fait maison ou bien qui peut être produit dans une usine. Ce masque n'est pas filtrant, mais joue le rôle de barrière pour casser la chaîne de transmission. Mais il faudrait-il que les deux personnes qui sont face à face puissent chacune porter un masque barrière pour que le masque barrière puisse jouer son rôle. D'un autre côté, le masque chirurgical est un masque filtrant. C'est un masque confectionné à partir de 2 couches de tissu non tissé intercalé d'un filtre. Il est beaucoup plus efficace que le masque barrière. Le professeur de physiologie Bamba Kane persiste dans cette même approche. Il a été prouvé que les masques chirurgicaux permettent de stopper à hauteur de 95% les particules provenant de l'extérieur. Donc ce masque évite non seulement la projection vers l'entourage des gouttelettes émises par celui qui porte le masque, mais également ce masque chirurgical protège également celui qui le porte contre les projections de gouttelettes émises par une personne en vis-à-vis. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, la durée d'utilisation du masque chirurgical ne doit pas dépasser 4 heures. Malheureusement, de plus en plus, on voit des personnes porter ces masques sur plusieurs jours, ce n'est pas indiqué. Par contre, les masques en tissu également permettent, n'est-ce pas, de protéger l'individu, mais à hauteur de 70% selon les spécialistes. Donc, protège moins que les masques chirurgicaux. Pour nos spécialistes, le port du masque est important, certes, mais il ne sert à rien si les autres gestes barrières ne sont pas utilisés à bon escient. RFM, la radio de toute l'actualité. Je vous l'annonçais dans les titres, le président de la République vient de promulguer la loi 69-29 modifiée qui lui permet, en cas de crise sanitaire et de catastrophe naturelle, de prendre toutes les mesures exceptionnelles qui s'imposent sans passer par l'Assemblée nationale. Dans l'actualité judiciaire, le président de l'ONG Horizon Sans Frontières, Boubacar Seye, est de retour au palais de justice ce matin pour faire face au procureur de la République. Selon des sources proches du dossier, le maître des poursuites devrait saisir un juge d'instruction pour lui confier l'information judiciaire. Hier, Boubacar Seye avait bénéficié d'un retour de parquet après une garde à vue de 48 heures suite à son arrestation vendredi dernier à l'aéroport international Blaise Diagne. Le Front Frappe France Dégage dénonce l'arrestation de Boubacar Seye et exige sa libération. Vous les entendrez dans nos prochaines éditions. Pour clore cette première partie du journal, la liste des experts indépendants chargés de l'audit du fichier et du processus électoral a été validée hier par le comité de suivi de la commission cellulaire du dialogue politique. 9 experts ont été choisis par le cabinet ERA. Binta Diallo. Ils sont 5 experts évaluateurs du processus électoral et 4 auditeurs du fichier. Au total, 9 experts indépendants dont la liste a été validée hier par le comité de suivi de l'audit et de l'évaluation de ces 2 opérations électorales. Un seul Sénégalais figure parmi les experts, tous les autres sont de nationalités différentes. L'USAID, qui finance l'audit du fichier et l'évaluation du processus électoral, avait commis le cabinet ERA pour le choix des experts indépendants. Les critères ont tourné autour de la compétence et de l'expérience. Après validation, la prochaine étape sera le contrat avec les experts et tout de suite après, les travaux démarrent pour une durée de 120 jours, c'est-à-dire 4 mois. Le comité de suivi va continuer à contrôler le processus des opérations. Une rencontre régulière se fera avec les différents experts jusqu'à la fin des travaux. Faut-il le rappeler, les pourparlers sur les parrainages à la présidentielle, le bulletin unique et l'autorité en charge des élections, entre autres points, étaient suspendus lors du dialogue politique en attendant les recommandations des experts indépendants. RFM. L'actualité internationale. Le journal Inter avec vous, Georges Dekedio. Bonjour. Bonjour, Souleymane Niang. Au Mali, une marche demain à Bamako pour demander le départ de l'armée française. C'est à l'initiative du mouvement Yéré Wolé, debout sur les remparts, qui appelle les Maliens à sortir massivement pour montrer à l'armée française
qu'elle n'a plus sa raison d'être sur le territoire malien. La marche est prévue donc demain dans l'après-midi à Bamako, la capitale. En Côte d'Ivoire, le front de l'opposition se fissure. C'est la participation ou non aux législatives du 6 mars qui secoue la plateforme de l'opposition. Les partis peinent à s'entendre. Charles Blé Goudé a claqué la porte de la plateforme constituée autour du PDCI et la plateforme pro-Bagbo EDS Gobia Yabi. Le Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, COJEP, parti de Charles Blé Goudé, a décidé lundi 18 janvier de se retirer des plateformes de l'opposition et de suspendre sa participation législative du 6 mars prochain avec la coalition citoyenne La Voix du Peuple. Dans sa déclaration, le COJEP estime ne plus aller dans le sens de la CDRP de Henri Konan Bédié et se soustrait de tout engagement en son sein. Il dit, et je cite, « Les Ivoiriens ont droit à la vérité concernant les actions engagées par la plateforme de l'opposition lors de la présidentielle du 31 octobre 2020 et qui n'ont pas produit les résultats escomptés avec la désobéissance civile et le Conseil national de transition, CNT. » Fin de citation. Le COJEP et ses partenaires de La Voix du Peuple réclament également le report des élections législatives pour sauver des vies humaines, a-t-il signifié. Pour rappel, le dernier délai pour le dépôt des dossiers de candidature aux législatives est prévu pour le mercredi 20 janvier 2021. Des grognes s'installent de plus en plus au sein du RHDP, le parti au pouvoir, tout comme dans le camp de l'opposition à cause du choix des candidats. Au Soudan, le bilan des violences entre tribus rivales au Darfour revu à la hausse, près de 140 morts en 3 jours et de nombreux blessés. Les affrontements ont éclaté samedi entre la tribu Al-Massalite et des nomades arabes après une dispute entre 2 individus. Les autorités ont imposé un couvre-feu au Darfour Ouest et le premier ministre Abdallah Hamdok y a envoyé une délégation de haut rang pour tenter de rétablir l'ordre. Le président égyptien en visite en Jordanie, Abdel Fattah al-Sisi, a rencontré le roi Abdallah II dans la capitale Amman. Lors de leur entretien, ils ont convenu de coordonner régulièrement les efforts régionaux et internationaux, protéger la sécurité nationale arabe et relancer les négociations de paix au Moyen-Orient. Les 2 dirigeants ont aussi discuté des mécanismes visant à élargir la coopération jordano-égypto-irakienne. Aux États-Unis, Donald Trump vit ses dernières heures à la Maison-Blanche. Le président élu Joe Biden prête serment demain, mercredi 20 janvier. Et pour sa dernière journée à la Maison-Blanche, Donald Trump envisage une série de mesures. Il a annoncé hier la levée prochaine de l'interdiction d'entrée pour les voyageurs européens et brésiliens afin de lutter contre le coronavirus, une mesure immédiatement rejetée par son successeur. Et aujourd'hui, Donald Trump pourrait gracier jusqu'à une centaine de personnes selon plusieurs médias américains. Ces grâces pourraient concerner Julian Assange, le fondateur de Wikileaks, le rappeur Lil Wayne qui risque jusqu'à 10 ans de prison pour possession d'une arme à feu, un célèbre médecin de Floride condamné pour fraude ou son ancien conseiller tombé en disgrâce, Steve Bannon. Le coronavirus, on en parle. Le Maroc vient d'enregistrer son premier cas de Covid-19 du variant britannique. Du coup, une batterie de mesures a été immédiatement prise par les autorités. Khadim Baye. Les Marocains se sont réveillés ce matin avec une très mauvaise nouvelle. Le variant britannique de la Covid a fait son apparition au royaume chérifiant depuis le port de Tanger au nord du pays. La personne contaminée est un Marocain arrivé d'Irlande à bord d'un bateau en provenance de Marseille, précise un communiqué du ministère de la Santé. Asymptomatique, le patient est actuellement en isolement sanitaire à Casablanca. Ce dernier et les personnes contacts sont traités conformément au protocole sanitaire en vigueur dans le royaume. Immédiatement, des mesures sanitaires d'urgence ont été mises en place. Il s'agit notamment du dépistage précoce des cas de variants de coronavirus. Dans la même foulée, les autorités ont fermé l'accès au territoire national aux avions et passagers en provenance de 4 pays, à savoir l'Australie, le Brésil, l'Irlande et la Nouvelle-Zélande. Lundi 18 janvier, 35 décès liés au nouveau coronavirus ont été enregistrés au Maroc, alors que les 65 millions de doses de vaccins commandés depuis plusieurs semaines tardent encore à être livrés aux Marocains. Khadim Baye, Casablanca, Radio Futur Média. Et c'est la fin de cette page internationale, Souleymane. Merci à vous, Georges Détié Diop. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM.
Point de vue dans une dizaine de minutes, nous nous intéresserons à la nette augmentation du nombre de décès dus au Covid-19 et nous serons avec le docteur Boubacar Signaté, médecin urgentiste, et le professeur Cheikh Mbacké Lo, expert en santé publique. RFM Sport. Bonjour et bienvenue à vous, Malal Junior Diagne. Merci Suleiman. L'actualité des sports, c'est d'abord le triathlon. La fédération fixe le calendrier des compétitions. Le comité exécutif de la fédération s'est réuni hier pour raison de pandémie. Il n'y aura plus de compétition de triathlon au Sénégal. Ça va être remplacé par 2 autres disciplines pour protéger les athlètes. Plus d'explications avec le président de la fédération, Boubacar Gaye. À cause de la pandémie, nous avons décidé cette année d'organiser le duathlon pour éviter le maximum possible la natation qui est difficile. En tout cas pour lutter contre le corona. Mais au moins, nous allons donc organiser des compétitions au stade, n'est-ce pas, les posters Senghor, pour faire le tour des tribunes. C'est ce que nous avons décidé. En tout cas, au niveau de la colonie à Thiès aussi, on va privilégier le duathlon. En tout cas, pour éviter que nos jeunes ne perdent de la compétition, nous allons organiser le duathlon et l'aquathlon, c'est-à-dire la natation et la course à pied. Ou bien duathlon, c'est course à pied et course à vélo. Seulement, parce qu'on va éviter les courses, en tout cas les ressemblants. Et nous allons organiser ça. Au lieu d'aller en piste, on va organiser ça sur une même place. Par exemple, à Dakar, au stade de Vol Senghor. À Thiès, nous avons décidé d'organiser sur la corniche. Football CHAN 2021, la poule D joue sa première journée cet après-midi. Avec l'entrée en liste de la Zambie qui va défier à 16h l'équipe de la Tanzanie, la Guinée-Conakry jouera contre la Namibie. Ce sera à partir de 19h. À noter également pour les matchs de ce soir, la mise à jour de la 18e journée du calendrier anglais avec l'équipe de Edouard Mendy Chelsea qui va croiser l'équipe de West Ham. Mise à jour également des calendriers demain pour le football sénégalais avec les 2 équipes qui jouent en Afrique, Teungueth FC et Jaraaf qui vont jouer respectivement contre le Casa Sport et contre l'équipe de Mbour. Petite Côte, des matchs comptants pour la première journée. Enfin, un mot de nécrologie avec le football saint-louisien qui est en deuil avec la disparition ce matin de Abdou Conté. Il a dirigé pendant plusieurs années la Ligue régionale de football de Saint-Louis. Il sera inhumé à partir de 14h à Saint-Louis. 2 fois merci, Malal Junior Diagne. Merci pour ce journal et merci pour la compréhension. C'est vrai. On est ensemble. Le travail et l'esprit d'équipe, voilà ce qui compte chez Beko. Être à l'écoute de vos préoccupations et vous offrir des solutions intelligentes, novatrices, qui vous simplifient la vie, voilà la clé du succès de Beko qui a persuadé 447 millions de foyers à nous faire confiance. Beko, numéro 1 de l'électroménager en Europe, partenaire de votre quotidien. Jusqu'au 31 janvier 2021, toute la gamme Beko est en fait chez Electronic Corp avec des remises exceptionnelles. Electronic Corp, partenaire des grandes marques. Electronic Corp et sa gamme Beko, numéro 1 de l'électroménager en Europe, vous offre votre revue de presse. La presse de ce mardi 19 janvier 2021, passée en revue par Georges Détié-Diop. Ça ne change pas. Le couvre-feu est maintenu dans les régions de Dakar et Thiès. Une annonce hier soir du ministre de l'Intérieur après l'expiration de la période de 12 jours de l'état d'urgence. Selon Antoine Félix Diom, la mesure reste en vigueur et aux mêmes heures. Ainsi, le journal Le Quotidien affirme qu'Antoine joue les prolongations. Wolf Quotidien renchérit que Dakar et Thiès restent dans le noir. Le Quotidien rapporte qu'en attendant la promulgation de la loi sur l'état d'urgence aujourd'hui, le gouvernement a décidé de maintenir le couvre-feu sur Dakar et Thiès pour 8 jours. En attendant donc l'entrée en vigueur de la dite loi, les gouverneurs de Dakar et Thiès ont reçu, selon le ministre de l'Intérieur, des instructions pour prendre des arrêtés qui produisent les mêmes effets dans cette période de 8 jours. Une situation qui fait dire à l'AS que Macky refile la patate chaude à son administration. Selon mon confrère, le président Sall, compte tenu du retard de la promulgation de la loi, était obligé de faire recours à l'administration territoriale. Ainsi, l'état d'urgence assorti d'un couvre-feu décrété le 6 janvier dernier et qui a pris fin hier a été prorogé par des arrêtés pris par les gouverneurs et les préfets. Problème, Vox Populi note que le pouvoir se perd dans les délais. Par rapport à la polémique sur la date de fin de l'état d'urgence et du couvre-feu, Antoine Diom est formel. Il a expliqué qu'en lisant le décret
c'était 12 jours. Et ce qui fait foi, c'est le décret. Et le décret dit entrer en vigueur le 6 janvier à partir de minuit. Donc, computation de délai, ça commence le 7 janvier et arrive à expiration à minuit le 18 janvier. En tous les cas, l'observateur constate que pour ce qui est de la gestion de la pandémie, la communication en cette période de crise reste une équation à résoudre pour le président de la République et son gouvernement. La situation de la maladie dans certaines localités, Source A braque ses projecteurs sur Dara Djolof. Le journal fait état de chiffres effarants. En quelques semaines, 90 personnes sont testées positives, dont plus de 70% de cas issus de la transmission communautaire. À cela s'ajoutent déjà 6 cas de décès, dont les 4 sont détectés post-mortem. Selon le journal Source A, 12 décès communautaires, tous du 3e âge, ont été recensés dans la commune de Dara entre mercredi et vendredi dernier. La disparition de Diarisso. L'observateur ne lâche pas l'affaire. Le journal informe que l'enquête n'a pas fini de livrer tous ses secrets. Malgré les supputations autour de cette affaire, la mission diplomatique et consulaire du Sénégal à Paris n'est toujours pas en mesure de confirmer ou infirmer certaines révélations, dont l'hypothèse d'une fugue. Mais du côté de la mission consulaire, l'on confie que c'est inapproprié de parler de fugue. Les sources de l'observateur soulignent cependant que s'il y a une information fiable à 100%, c'est la supposée localisation de Diarisso. C'est que ces dernières traces ont été enregistrées à Paris et nulle part ailleurs. À Kolda, c'est pour parler de l'affaire Daoudaba, alias Babalabe Mbakerouhou, arrêté pour acte de pédophilie présumé. Tribune apprend que Babalabe a passé sa première nuit à la maison d'arrêt et de correction de Kolda. Il est placé hier sous mandat de dépôt. Les faits qui lui sont reprochés, association de malfaiteurs, viol sur mineurs de moins de 13 ans. À la une du quotidien Les Échos, Marième Faïsal à cœur ouvert. La grande confession de la première dame. Marième Faïsal a accordé hier une interview à la télévision nationale. Entre autres sujets abordés, la fondation Servir le Sénégal, son statut de première dame, son état de santé, entre autres. Quelques passages de l'entretien mis en exergue. Évitez ceux qui vous disent qu'ils peuvent vous mener à moi parce qu'ils ne le peuvent pas. J'ai appris en même temps que tout le monde que je suis folle. À lire dans Le Soleil, un entretien avec le premier ministre centrafricain Firmin Grebada après l'officialisation de la réélection de Faustin Archange Touadéra par la Cour constitutionnelle. Selon le quotidien gouvernemental, le premier ministre, qui a félicité ses compatriotes, les pays de la sous-région et la communauté internationale, inscrit l'action de son gouvernement dans la voie tracée par son leader qui, dit-il, a donné des résultats satisfaisants. Mais pour que le pays puisse se défendre, Grebada demande la levée de l'embargo de l'ONU sur les armes. Sport pour terminer, les journaux spécialisés s'arrêtent ce matin sur le match Leicester-Chelsea ce soir à 20h15. Edouard et les Blues en danger, écrit Record. Pour Stade, Mendy et les Blues sont sous très grosse pression. À vos kiosques et bonne lecture.